différents intervenants de se placer à la table. C'est pas très facile hein, de prendre la parole après Schumpeter. Enfin, je suis très flatté d'être parmi vous. Moi qui suis un enfant élevé au keynésianisme, juste après la guerre, et je suis très heureux finalement que Schumpeter redevienne un peu à la mode, à la faveur de caisses publiques qui sont désormais vides et qui ne peuvent plus financer justement les politiques keynésiennes. Alors on va parler de tout ça, j'imagine, toute la journée, avec cette première partie consacrée aux filières stratégiques et que la France doit se définir et aux technologies qu'elle doit mettre en place demain. Je remercie Vincent Schricri, qui est le directeur général du Conseil d'analyse stratégique. Merci, bonjour. Jean-Pierre Gérard, qui est président du club des numéros 1 mondiaux français à l'exportation. Hein, c'est un ancien membre du Conseil de la politique monétaire, ingénieur en chef de l'armement. David Lévy, ingénieur des mines, président fondateur de Jedi. On dit Jedi comme ça, Jedi, c'est un côté science-fiction. Hein. C'est volontaire. C'est une entreprise? C'est le nom d'une entreprise? Oui, c'est le nom de mon entreprise. Donc vous nous en parlerez dans un instant. Grégoire Postelvinet, que vous connaissez, qui est ingénieur général des mines, bien sûr, responsable de la mission stratégie à la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services au ministère des Finances. Bien, j'excuse Christian de Boissieu qui est souffrant, je parle sous votre contrôle, hein, Hubert Lévy-Lambert, et Pierre Delaporte qui est également souffrant, l'ancien président d'honneur d'EDF. Peut-être qu'en cours du débat, il nous a envoyé une petite note sur les filières qu'il estime, lui, en tant qu'expert de toutes ces questions utiles à développer, si nous en avons le temps. Vincent Schricri, vous êtes au bout, vous prenez la parole tout de suite, puisque vous êtes là-bas, le premier dans la liste. Sur ce thème-là, hein, les filières stratégiques que nous définissons, est-ce que le CEA dont vous occupez, le Conseil d'analyse stratégique, le CAE, pardon, a sorti des documents, a réfléchi sur les filières qu'il fallait développer est-ce que les travaux sont très avancés de ce point de vue-là? Allez-y. Volontiers, merci beaucoup. Alors, il s'agit d'une structure que je dirais s'appelle le Centre d'analyse stratégique. Centre, pardon. Voilà. C'est pas la peine de faire trop d'efforts pour s'en souvenir parce qu'il y a un rapport qui vient d'être rendu pour dire que ça doit être transformé en commissariat général à la stratégie et à la prospective. Donc, comme tout le monde avait beaucoup de mal à distinguer le CAS du CAE, etc. Encore une réforme, et ce sera peut-être le Conseil d'analyse stratégique comme c'est marqué là. Ce sera encore différent. Donc, quelques mots sur la politique de filière et la définition par la France des technologies de demain. C'est effectivement un sujet sur lequel le Centre d'analyse stratégique a pas mal travaillé. À la fois, on a fait il y a 1 ou 2 ans une approche générale dans un rapport qui s'appelait Croissance 2030 qu'on avait écrit avec le Trésor, et plus récemment quelque chose qui portait en particulier sur les technologies du développement durable, qui était un rapport présidé par Jean Bergougnou, qui touchait beaucoup des sujets qui viennent d'être évoqués, pas forcément avec un esprit aussi acéré, mais je pense de manière intéressante. Donc quelques points là-dessus. Alors la politique industrielle, c'est un souci qui revient à la mode selon des modalités qui sont très différentes de ce qu'on a connu par le passé. On a tous en tête les grands programmes technologiques de soutien à certains secteurs, l'informatique, l'aéronautique, le transport ferroviaire, l'énergie et les télécommunications. On n'est plus dans ce mode-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des entreprises multinationales qui sont soumises à des règles de la concurrence qui sont strictes. Donc on est assez loin de ce modèle des champions nationaux qu'on avait. La deuxième, c'est que les innovations ne se laissent pas planifier. Le changement technologique est très rapide. Le fait pour l'État d'intervenir, c'est pas facile. Et enfin, parce que l'innovation, là aussi, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large que simplement le chercheur dans sa blouse blanche dans un laboratoire qui découvre des nouvelles molécules. L'innovation, c'est aussi le design, c'est aussi les méthodes de distribution. C'est beaucoup de choses qui sont difficiles à assimiler de manière centralisée et qui vraiment ne peuvent se vivre qu'au sein de l'entreprise, produit par produit, marché par marché.
Donc tout ça fait que c'est plus difficile que par le passé d'identifier quelques grandes filières où on a quelques grands champions. Mais ça ne veut pas dire que l'État peut s'en désintéresser. Le but, c'est de trouver un modèle qui justement maximise la possibilité de faire émerger l'innovation dans ce contexte très différent, et en particulier l'innovation de rupture, celle qui n'est pas seulement apporte un petit bénéfice supplémentaire, mais qui fait vraiment changer de modèle. Alors, c'est ce que l'État a essayé de faire au cours des dernières années. Comment est-ce qu'on le fait? En particulier, comment est-ce qu'on décide quelles entreprises est-ce qu'on aide, quel secteur est-ce qu'on assiste, sachant que l'État a des difficultés structurelles bien connues à faire ce que les anglo-saxons appellent pick the winners, qui est de choisir les entreprises ou les secteurs qui doivent réussir. Alors on peut le faire en se basant plutôt sur des besoins sociétaux, sur ce qui va évoluer dans la société, le changement climatique, le vieillissement, la transition énergétique, l'urbanisme, l'accès à la communication, à l'information, des thèmes dont tout le monde sait qu'ils vont prendre de plus en plus de place. On peut le faire aussi en ayant une logique de filière, mais à condition de ne plus être dans cette logique de grands champions nationaux, mais plutôt avec une vision plus microéconomique, qui tiennent compte des liens entre les industries, des rapports entre les fournisseurs et les clients, les grandes entreprises et leurs sous-traitants, une compréhension de la chaîne de valeur aussi, comment est-ce que s'organisent nos grandes entreprises par rapport à des fournisseurs qui peuvent être à l'étranger. Et tout ça nous incite à avoir une vision qui soit une vision dans laquelle on tienne compte de l'ensemble de la chaîne, de la grande entreprise à ses sous-traitants, pour savoir comment est-ce qu'on essaye d'aider les différents secteurs. Alors, ce qui a été fait en particulier avec le programme d'investissement d'avenir, qui a été présenté par le précédent gouvernement, qui partait d'un constat simple. La France a plutôt moins souffert que d'autres de la crise. Parce que quand on regarde du pic au creux, la diminution du PIB, elle était de moins 2,7 en France, qui est évidemment considérable, mais contre 5% en Allemagne, 4% dans l'Union européenne. Donc finalement, on a moins subi l'impact de la crise, mais dans un contexte général où on avait pris beaucoup de retard en termes de compétitivité, en termes d'industrialisation, et donc avec la crainte que finalement, ce qu'on peut espérer comme effet positif entre guillemets d'une crise, qui est la réorientation de l'industrie vers les secteurs en croissance, n'allait pas forcément se matérialiser spontanément. D'où l'idée de dire, même si c'est la crise, même si l'argent public est rare, on va mettre en place ce programme d'investissement d'avenir pour aider certaines filières, certains secteurs qui nous paraissent indispensables pour la croissance de demain. Alors, on l'a fait ça a été fait avec plusieurs idées. L'idée qu'il fallait mieux marier recherche publique et privée, qu'il fallait avoir une recherche très en amont justement pour favoriser cette innovation de rupture, d'où un investissement important sur l'enseignement supérieur, la recherche et la formation. Sur 35 milliards, c'était 19 milliards pour ces secteurs. L'idée qu'il fallait avoir vraiment un raisonnement en termes de filière industrielle qui aille jusqu'au PME. Et l'idée de favoriser deux secteurs en particulier, le développement durable et l'économie numérique. Et je pense que ce programme d'investissement d'avenir a marqué un changement assez important, qui d'ailleurs n'est pas remis en cause par le nouvel gouvernement, dans la manière dont on conçoit la politique industrielle. On a une réflexion a priori sur les secteurs qu'on a besoin ou envie d'aider. C'était déjà un rapport Juppé-Rocard, mais on essaye d'avoir une réflexion assez en amont sur qu'est-ce qu'on fait d'abord pour que ce soit l'action la plus horizontale possible. On va chercher les universités, la recherche fondamentale, on va chercher des technologies qui sont des technologies transversales qui servent à beaucoup d'industries à la fois, le numérique, les nanotechnologies, les nouveaux matériaux, les process de commande, etc. Et on essaye d'avoir un effet levier entre le public et le privé, donc un modèle d'accompagnement des filières qui est beaucoup plus riche que simplement d'identifier une grande entreprise nationale qu'on essaye d'accompagner. Les grands secteurs porteurs, c'était l'économie numérique, santé, biotechnologie, écotechnologie, aéronautique, transport, espace et nucléaire. On voit bien que ce sont des secteurs qui, quel que soit le grille d'analyse qu'on prend, sont des secteurs qui sont à la fois qui sont des secteurs de haute technologie où la France a ou est en capacité d'avoir un leadership industriel et qui sont des secteurs qui peuvent être importants pour la croissance de demain. Alors, simplement pour conclure sur cette logique de filière, effectivement, il y a toujours une difficulté qui est que c'est pas si évident, notamment en matière de développement durable,
de trouver le bon équilibre entre des considérations qu'on peut avoir qui sont politiques ou qui sont en termes de la vision qu'on a de l'évolution de nos sociétés et des considérations sur la compétitivité. 3 exemples très rapides et j'en aurai fini. Le premier, c'est celui des énergies renouvelables. On voit bien que là, il y a un champ qui est majeur et qu'au fur et à mesure qu'on va vers la diminution des ressources d'énergie fossiles, il faudra développer les énergies renouvelables. Et en même temps, si on a une vision très théorique, si on dit « ah bah oui, on va tout de suite passer au photovoltaïque et à l'éolien », eh bien les conséquences, c'est que comme c'est une énergie d'abord qui est beaucoup plus coûteuse que les énergies fossiles aujourd'hui, bah, ça peut être un choc de compétitivité négative si on va tout de suite vers un coût de l'énergie qui est très supérieur. Et ensuite, il faut avoir une vision d'ensemble du système de production et de gestion de l'énergie. Comme aujourd'hui, on n'a pas de solution efficace pour stocker l'énergie, ben, il y a une difficulté pour gérer l'énergie à la pointe et l'écart entre les moments où on produit beaucoup de photovoltaïque, par exemple, quand il fait jour, et les autres moments. Et ça impose des réglages que pour l'instant on n'est pas capable. Donc il y a certainement que ces énergies seront de plus en plus importantes à l'avenir, mais il faut savoir comment est-ce qu'on monte progressivement et comment est-ce qu'on investit au fur et à mesure que ces technologies deviennent matures et pas forcément avant. Deuxième exemple, c'est celui du véhicule électrique. Pareil, on peut imaginer qu'à un horizon de moyen terme, le véhicule électrique pourra jouer un rôle considérable dans le fait d'avoir un transport décarboné. Mais si on se place à court terme, on voit bien qu'à court terme, les ressources en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le transport peuvent être beaucoup plus massives si on améliore simplement l'efficacité des moteurs thermiques et ensuite un peu plus tard si on passe à l'hybride avant de passer à l'électrique. Et il peut y avoir comme ça un chemin au fur et à mesure qu'on espère que les évolutions technologiques vont arriver pour le moment venu aller vers un parc important de véhicules électriques. Troisième exemple, celui de la rénovation thermique dans le résidentiel tertiaire. Là aussi, on voit qu'il y a des matériaux aujourd'hui isolants qui sont d'une très grande efficacité. Ils sont aussi relativement chers. Et puis surtout, le fait d'avoir des normes très strictes sur le neuf, c'est très bien. Mais il y a des investissements qui sont relativement raisonnables. Par exemple, sur le contrôle des systèmes thermiques qui peuvent permettre d'investir y compris dans le bâti et donc d'avoir des effets beaucoup plus rapides. Et donc là aussi, c'est important d'avoir un calendrier et un chaînage. Donc voilà, quelques exemples très simples pour montrer que d'une part, c'est important d'avoir une politique filière d'ensemble qui tienne compte de l'ensemble de la chaîne de création et de l'ensemble de la chaîne industrielle. Mais d'autre part, il faut aussi avoir vraiment une réflexion sur le degré de maturité d'une nouvelle technologie pour savoir comment est-ce qu'on peut investir les moyens qu'on a de la manière la plus efficace possible. Ricky, merci beaucoup. On reviendra avec des questions. Vraisemblablement, moi j'aurais eu envie de vous demander comment vous coordonniez ça avec l'Europe et avec la politique européenne, parce qu'il est évident que toutes ces politiques de filière, elles ne peuvent se concevoir aussi qu'en coordination avec l'Union monétaire. Grégoire Postel-Vinet, puisque vous êtes au ministère de l'économie et des finances, à la mission stratégie à la direction générale. Quelle est votre vision là ? Quelle est la lecture quelle est la vision du ministère aujourd'hui ? Alors la vision du ministère aujourd'hui, je ne sais pas si je vais m'exprimer en tant que le ministère, mais néanmoins, elle repose en gros sur 5 aspects qui sont l'approche par filière, puisque c'était la question qui était posée sous la forme de leur contenu, l'approche par les enjeux commerciaux, donc l'état de la concurrence et puis les enjeux extérieurs auxquels nous sommes confrontés. Une approche géographique qui est par les pôles de compétitivité, les clusters, le fait que être plus dense dans certains endroits, ça attire les investissements et que c'est donc un facteur essentiel et en même temps que c'est un facteur d'efficacité. Une approche technologique qui est liée à la rareté. On a dit, et Joseph Schumpeter l'a très bien rappelé tout à l'heure, que l'État étant exsangue, il n'a pas beaucoup de moyens. Par conséquent, il est censé répondre à une question extrêmement redoutable. Prouvez-nous que vous ne pouviez pas faire mieux avec les moyens dont vous disposiez, ce qui est bien entendu un peu compliqué s'agissant d'hypothèses de croissance des technologies. Et puis les enjeux internationaux divers qui se présentent à nous, et ça va répondre à la question que vous évoquiez sur l'Europe. Alors, l'approche par filière, d'abord, un élément de genèse, c'était un sujet qui était très à la mode dans début des années 80, qui faisait l'objet de demandes syndicales d'ailleurs musclées.
qui s'était fondé sur la réalité d'une insuffisante coopération interentreprises, et donc en particulier les relations donneurs-d'ordre sous-traitants qui étaient un sujet de douleur permanent, alors même que 600 milliards de crédits interentreprises sont chaque année l'objet de conflits un peu difficiles entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. L'outou a donné lieu dans les États généraux de l'industrie à une concertation très vaste dans laquelle on a associé environ 5000 personnes, où ce n'était pas l'État qui était le démiurge tout-puissant, ni le papa ni la maman, mais en fait où c'était les entreprises qui discutaient, ainsi d'ailleurs que les partenaires sociaux, avec certes un peu de facilitation de la part de l'État, et dont se ressortit notamment la création de 12 filières. Alors, plus l'idée qu'il fallait qu'on regarde comment est-ce qu'elles avancent, et donc qu'on ait une vérification annuelle de leur progrès ou recul, et qu'on ajuste au fur et à mesure. Le premier rapport en la matière étant sorti en juillet 2012. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a, donc dans ces 12 filières, il y en a 3 x 4. Il y en a une qui, sur les transports, il y a 4 domaines. L'automobile qui ne va pas bien, mais sur lequel il y a effectivement des domaines schumpeteriens avec les véhicules hybrides et les véhicules électriques. Et puis également sur la route intelligente, sur les véhicules plus économes, sur plein de sujets, des matériaux. L'aéronautique qui, elle, ne va pas si mal que ça, avec un défi néanmoins chinois qui se profile, qui est majeur, mais qui a plutôt des soucis de riches, comme le disait Marois de Lahoud et encore récemment. Le ferroviaire, sur lequel nous avons une tradition d'excellence et en même temps des enjeux de développement durable qui sont significatifs de par le monde en termes de compétition rail-avion notamment et rail-route un peu. Et puis le naval, sur lequel nous n'entendons pas certes construire encore des vraquiers ou des bateaux de transport lourd, parce que ceux-là sont passés largement à la concurrence coréenne ou chinoise, mais où par contre il y a, s'agissant ou bien des bateaux de croisière, ou bien de la navigation de plaisance dans laquelle nous sommes premiers mondiaux, ou bien des plateformes offshore, des travaux à faire. Donc un premier sujet, transport. Ensuite un deuxième sujet qui sont les grands enjeux de la stratégie nationale de recherche et d'innovation, qui a été pensée en termes essentiellement de recherche, mais qui disent ce que vient de dire Vincent Schricki, donc je ne vais pas y revenir, c'est-à-dire les technologies d'information s'attirent la croissance, s'attirent l'innovation, s'attirent fondamentalement ce qui bouge le plus en termes de brevets et en termes d'innovation aujourd'hui. Les sujets éco-industrie, énergie et nucléaire qui ont été largement rappelés par Joseph Schumpeter, mais quand on a 70 milliards de déficit et que là-dedans 88% est du déficit énergétique, il faut tout de même qu'on s'en occupe sérieusement et par conséquent qu'on en tire des conclusions. Je vais être un tout petit peu moins pessimiste que le premier exposé en suggérant que sur les gaz de schiste, c'est un long accouchement. Enfin, nous étions dans la situation de la Bulgarie il y a 3 mois où on n'avait le droit ni d'extraire, ni même de regarder ou de réfléchir, et nous sommes revenus à une situation où nous avons le droit de réfléchir, ce qui est tout de même un net progrès. Je ne désespère pas qu'on continue à progresser, et l'hommage vibrant de Schumpeter aux ingénieurs des mines me fait penser qu'il y en a aujourd'hui une petite douzaine qui travaillent sérieusement sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils aient encore une partie gagnée, mais enfin c'est une question qui n'est plus complètement taboue. Sur les industries et technologies de santé, c'est à la fois un marché en termes de part de PIB qui croît, pas seulement chez nous mais aussi ailleurs, et où nous avons des capacités qui sont non négligeables. On a le meilleur système de santé du monde, certes il est coûteux, mais on a aussi des capacités d'offres qui sont significatives et qui sont en train de remonter en puissance. Et puis, 4 comités stratégiques que je mets un peu comme fourre-tout, parce qu'en fait ils correspondent à des raisons différentes. La chimie et les matériaux, parce que c'est l'industrie de l'industrie, c'est tout ce qui fournit à tout. Et comme on le verra tout à l'heure, c'est aussi un enjeu de commerce extérieur considérable. Le luxe et la création, parce que nous sommes très bons. L'agroalimentaire et les agro-industries, parce que nous sommes bons, bien que le sujet diffère selon qu'on parle des vins et spiritueux, des laitages ou bien de la viande, où là ça va moins bien. Et puis les biens de consommation, parce que après tout, la population consomme. Donc voilà. Alors une brève critique sur le périmètre, ou analyse critique. Pourquoi celle-là et pas d'autres? D'abord, il y a quelques sujets qui ne sont pas dedans pour des raisons de découpage administratif, c'est-à-dire que les sujets espace, défense
ne sont pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc, dans le cadre du livre blanc sur la défense, on est en train de réfléchir à ce qui se fera en la matière, mais ça n'est pas dans le cadre de ce qu'on nomme la politique industrielle, bien que ce soit une politique industrielle. L'industrie touristique n'y est pas non plus, et je forme le vœu que l'on progresse en la matière, car bien sûr ça représente 7% du PIB, mais ça représente aussi des enjeux internationaux majeurs. Et puis certains aspects de l'énergie ne sont que partiellement couverts actuellement. D'autres questions, c'est que là aussi ce sont des questions qui sont d'organisation. L'ANIA, par exemple, dans les industries agroalimentaires, ne couvre pas tout. Et par conséquent, on a en termes de partenaires un besoin d'amélioration. Des travaux de prospective ont été faits récemment à ce sujet, notamment sur les prix des matières premières, qui devraient permettre d'améliorer ça. D'autres sujets sont aussi liés plutôt au découpage statistique qu'à la réalité économique, c'est-à-dire que dans les biens de consommation, vous allez trouver des intérêts assez fortement différents ou des stratégies différentes. Et dans les éco-industries, vous allez trouver aussi bien des domaines à croissance plutôt lente sur le traitement de l'eau ou des choses de ce genre, et puis d'autres qui sont à croissance beaucoup plus rapide, notamment dans les économies d'énergie, ou les smart grids ou les choses de ce genre. La granulométrie, si on veut avoir des choses qui soient lisibles et compréhensibles en termes politiques et en termes y compris de mobilisation des citoyens, mais de mobilisation dans les entreprises, il faut un nombre relativement limité d'objectifs, sinon ça devient illisible. Et puis à contrario, si on est trop général, eh bien on dit des généralités, mais on n'est pas efficace. Donc un équilibre à trouver que nous avons essayé de trouver le meilleur possible. Alors, deuxième aspect rapidement sur les enjeux commerciaux. Peut-être pas, commenter la totalité. Je ne vais pas commenter la totalité. C'est simplement pour vous dire que l'électronique, les véhicules, les produits chimiques sont des enjeux considérables. Et ce que vous avez en rouge, c'est ce qu'on peut espérer gagner en termes de demande mondiale d'ici une dizaine d'années. Donc vous voyez que c'est ça qui croît, et par contre beaucoup moins d'autres sujets. Et si on applique ça par zone, c'est-à-dire la slide suivante, vous avez à ce moment-là eh bien, un renseignement très simple, c'est que la Chine est un enjeu absolument majeur et que nous devons y mettre tous nos efforts, parce que c'est tout de même par là le nouvel empire qui consommera davantage. Alors certes, nous avons des taux de croissance de 20 ou 25%, c'est pas si mal, mais moindre que nos partenaires, notamment allemands, donc les sujets qui ont déjà été évoqués, y compris l'an dernier sur le sujet, pour dire pourquoi. Si on traduit ça en termes de... oui, ça je ne vais pas revenir sur la spécialisation pour la France, mais c'est simplement pour dire que clairement, on a un enjeu. Là, c'est la partie potentielle d'exportation supplémentaire. Si on passe la slide suivante, ça dit des choses que j'avais déjà dites l'an dernier, c'est-à-dire que nous avons sur les high-tech une capacité de croissance qui est réelle, et donc c'est effectivement là-dessus qu'il faut mettre les moyens, alors même que la crise pousse les partis politiques, toutes tendances confondues, à se préoccuper de ce qui va mal, et par conséquent à être plus sollicités pour mettre plus d'argent sur des situations qui sont plus difficiles. D'où l'enjeu de Schumpeter qui consiste à conserver l'effort principal sur plutôt les filières d'avenir. Sur l'approche géographique, les pôles de compétitivité, eh bien, à la fois ça recoupe les filières, donc il y a des grands pôles qui couvrent l'automobile, l'aéronautique, les technologies d'information. C'est plus diffus pour les éco-industries par nature, donc il y a 13 ou 14 pôles qui sont mis en réseau et qui travaillent simultanément. Et puis, eh bien, ma foi, en termes de politique publique, on a une réorientation vers une politique d'offre qui a été affirmée le 6 novembre par le gouvernement. Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi insiste sur le fait que les pôles de compétitivité sont utiles. Le Premier ministre a demandé d'ailleurs d'avancer là-dessus par une lettre encore récente. Et la phase 3 des pôles, davantage tournée vers les produits et les services, a été annoncée il y a de ça, la semaine dernière. Donc c'est un mot de conclusion. Un mot, juste un point tout de même sur l'approche technologique qui me paraît importante, qui est un peu plus loin. Oui, c'est ça. Ça pour dire que une fois que vous avez un portefeuille donné de technologies, on en a screené environ 600.
trouvé 80 qui étaient particulièrement intéressantes et avec des enjeux qui étaient d'ordre de grandeur voisin et comparables, et pour lesquels, à la fois, notre potentiel permettait d'espérer d'avancer, et puis les perspectives en termes de marché également. Et donc là, on a chimie, matériaux, comme je l'ai dit, l'industrie de l'industrie, les aspects environnementaux et énergétiques qui sont majeurs, les technologies de l'information qui diffusent surtout, et puis ensuite des domaines qui sont plus d'usage et de consommation. Tout ça a été décrit dans un travail qui était sur les technologies clés à horizon 2015 et au-delà en fait, qui permet de serrer et de, si possible, utiliser les moyens tant privés que publics de la manière la plus rationnelle possible, pour autant que nous le sachions en ce moment. La slide suivante. Pardon, merci. Oui, donc ça vous dit simplement que, en fonction de chaque technologie, puisque c'était la question posée, eh bien, on peut dire si elle est d'avenir ou pas, à quel point, où est-ce qu'on se trouve en termes de concurrence mondiale, et comme horizon de temps, si c'est du 5-10 ans ou plus court. Sur le programme d'investissement d'avenir, je ne vais pas y revenir puisque ça a été traité. Les enjeux internationaux, juste 4 points et je terminerai là-dessus. Premièrement, les déséquilibres commerciaux mondiaux donnent des renseignements assez simples. C'est que les gagnants ont soit eu des politiques d'offres, c'est le cas de la Chine et de l'Allemagne, soit des hydrocarbures, et que les autres rament derrière. Donc nous nous tournons vers une politique d'offres. Est-elle suffisante ? Je pense qu'elle peut être encore largement améliorée. Elle est en deçà de ce que nous évoquions il y a un an. Elle est néanmoins un progrès significatif par rapport au tenant d'une politique de demande qui était encore prédominant il y a 6 mois. Sur la coopération européenne, plusieurs enjeux. D'abord, effectivement, il y a des groupes qui sont européens par nature, plus gros. Ensuite, il y a un enjeu de R&D avec 80 milliards devant nous au titre de l'horizon 2020 à dépenser entre 2014 et 2020, et sur lequel on peut s'interroger entre les priorités pour la PAC, pour les fonds structurels et pour la R&D. Clairement, nous avons sans doute besoin de la PAC pour des raisons de stabilité. Les fonds structurels sont en France plutôt déstructurants parce qu'ils mettent beaucoup d'argent sur nos voisins. Même si nous avons besoin d'eux en termes de soutien politique. Et par contre, sur la R&D, il y a un vrai effort à faire en termes de priorisation. Et puis, nous étions avec des taux de retour satisfaisants sur la R&D européenne. Nous ne le sommes plus. Donc, il y a un effort significatif à faire auprès des instances européennes par les entreprises françaises pour être plus présentes et en même temps pour que les programmes européens soient les mieux ciblés en fonction de leurs préoccupations. En termes de gouvernance, et juste un point, on reproche souvent aux Français, aux Allemands aussi d'ailleurs dans une certaine mesure, de n'avoir pas de Google ou de Microsoft ou d'Apple. C'est vrai. Ils ont plus une croissance endogène. C'est quand même un problème. Et là, je pense que la question de l'articulation entre politique de concurrence et politique de recherche ou d'innovation est un vrai sujet. On avait essayé de créer un moteur de recherche permettant d'avoir accès à plusieurs centaines de millions de clients dont on sache exactement les caractéristiques avec l'A2I. Il a été éclaté en petits morceaux en prenant grand soin de séparer Bertelsmann, Thomson et France Télécom, chacun de son côté, ainsi que les centres de recherche correspondants. C'est dommage, moyennant quoi il y a actuellement 6 groupes américains qui sont majeurs en l'occurrence, un groupe chinois et pas d'européens. Et le problème suivant, c'est le rachat de start-up, c'est-à-dire que si ces groupes se développent fortement, ils se développent aussi en rachetant des start-up et des entrepreneurs, et que si nous sommes actifs là-dedans, eh bien ma foi nous grossirons, et sinon nous serons simplement achetés par d'autres. Voilà. Peut-être la dernière image, c'est le 19e, ça s'appelle la renommée de l'industrie et c'est sur le pont Alexandre III. Vous voyez qu'à cette époque, on y croyait vraiment. Et donc je formule le vœu qu'on y croit encore maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous avez beaucoup mis l'accent sur les enjeux internationaux. Le nerf de la guerre, c'est évidemment l'exportation. On va donner la parole à celui qui anime le club des grands exportateurs, Jean-Pierre Gérard. Merci. Et je vais vous dire en 2 mots ce que c'est que le club des numéros 1 mondiaux français à l'exportation, mais je vais surtout parler de la manière dont j'ai conçu le montage de nos affaires
en termes méso-économiques, pour prendre un terme. Le club des numéros 1 mondiaux France à l'exportation, c'est 180 entreprises, 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de salariés. Nous avons fait beaucoup de déplacements en province et à l'étranger pour promouvoir la France. Ça a bien marché jusqu'en 2002. Et à partir de 2002, on a considéré que notre apport était insuffisant, donc le club est un peu retombé en sommeil. Je dois dire que les résultats sont pas faits attendre. C'est pas à cause de nous qu'on a recommencé à être déficitaire. En tout état de cause, ce que je constate, c'est que le fait de ne pas s'intéresser aux leaders mondiaux a eu, je dirais, une certaine synergie, un certain rapprochement avec le fait que notre commerce extérieur se porte mal. Ce dont je voulais parler, c'est deux choses qui me sont venues. La première, quand j'étais rapporteur général de la Commission de l'industrie du 7e plan, dont Jean-Daniel Lefranc se souvient bien, et la deuxième, quand j'étais au Conseil de politique monétaire. Alors la première, si vous voulez, je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à tout ce qui a été dit. Je ne crois pas personnellement, aujourd'hui, au concept de filière et à l'utilité de ce concept. Quand j'étais au commissariat du plan, on ne parlait que de filière, on parlait de filière exactement comme on en parle encore aujourd'hui. Et je dois dire que ce concept s'est révélé assez inopérant. Et donc aujourd'hui, je pense que si on veut progresser dans l'étude du développement de l'industrie, il faut impérativement qu'on pense un peu autrement. La deuxième remarque, c'est celle que je me suis faite quand j'étais au Conseil de politique monétaire, où je me suis aperçu que finalement, on parlait beaucoup, mais c'était ce que disaient déjà beaucoup d'économistes, on parlait beaucoup de ce qui existait, mais on ne parlait pas de ce qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait des réussites, mais on ne parlait pas des échecs, et on ne savait pas qui finançait les échecs. Alors je vais revenir sur ces deux points, si vous pouvez passer la suivante. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un problème extrêmement difficile parce que nous sommes obligés de développer l'industrie et l'agriculture pour pouvoir nous sortir des difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. On peut avoir deux sociétés ou deux pays avec des grandeurs macroéconomiques assez voisines et pourtant qui sont très profondément différents. Il suffit de regarder la France et l'Allemagne et on voit très bien que même parfois où la France avait des croissances supérieures à l'Allemagne, le système que nous générions était moins bon que celui que l'Allemagne se générait dans la même période. Donc, autrement dit, je pense qu'à ne parler que de grandeur macroéconomique, on commet une erreur majeure, même si c'est facile pour la compréhension, mais il faut aller plus loin et penser en termes de structure économique et industrielle. Vous passez là ? Je pense, comme Schumpeter, puisque nous sommes là réunis par Schumpeter, que c'est dans l'entreprise que se trouve le maximum de transformation possible et le maximum de modification. La destruction créatrice se fait à l'intérieur des entreprises, et je peux vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, on la pratique tous les jours. À l'intérieur d'une entreprise, on constate que les crises entraîne une modification accélérée de la formation de capital. En d'autres termes, alors que la masse de la formation de capital est très, très peu variable, à un moment de crise, eh bien, il y a des parties de ce capital qui deviennent obsolescentes beaucoup plus rapidement, et que si nous voulons retrouver un taux de croissance plus élevé, eh bien, il faut impérativement non seulement avoir à l'intérieur de la formation de capital de quoi rattraper l'obsolescence, mais en plus des investissements nouveaux pour pouvoir avoir cette croissance. Si on veut avoir une croissance, donc il faut combler non seulement la destruction, mais aussi conserver un volume d'investissement de croissance. Ce qui justifie en fait, qu'on ait une politique de l'offre dès qu'on est en crise, contrairement à ce qu'on a toujours fait. Je pense qu'il faut avoir systématiquement une politique de l'offre qui se révèle beaucoup plus efficace qu'une politique par la demande. Vous passez encore. Le taux de profit, alors si vous voulez maintenant, je voudrais arriver à la deuxième définition, le taux de profit.
le taux de profit, quand je parle, moi, du taux de profit, c'est essentiellement un taux de profit par rapport aux capitaux investis. C'est-à-dire que ceux qui sont nécessaires à l'exploitation. Je ne parle jamais du taux de profit par rapport au chiffre d'affaires, parce que, à mon sens, c'est totalement faux, etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous apercevez d'ailleurs que certaines entreprises ont des taux de profit par rapport à leur chiffre d'affaires qui est tout à fait honorable. Vous prenez Leclerc, la SNCF, vous prenez le Thomson, et bien vous apercevez que Leclerc a peu de capitaux investis pour faire son chiffre d'affaires, donc du coup, le même résultat leur donne un taux de profit énorme, alors que la SNCF, du coup, a un profit déplorable. Donc, je pense que le renouveau industriel... Vous passez là. Le renouveau industriel est permanent. J'estime qu'une entreprise se renouvelle grosso modo en 7 ans, en temps classique, et chaque année, il doit y avoir au moins 15% de l'entreprise qui change à la fois dans ses investissements, son organisation, etc. Les investissements à réaliser sont choisis donc en fonction de leur probabilité de succès. J'ai démontré, alors si vous voulez, c'est là où il y a quelque chose qui est vraiment nouveau. J'ai démontré, quand j'étais au Conseil de politique monétaire, que le taux de profit est rigoureusement égal, sur longue période, au taux d'intérêt réel sans risque, que multiplie l'inverse du taux de succès. Donc, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que les succès doivent payer pour les échecs. Je dirais, dit comme ça paraît banal, on fait tout le contraire dans la vie de tous les jours. Donc, autrement dit, si on est comme ça, il faut bien voir, il faut bien étudier les échecs. Alors là, je vous ai fait quelque chose qui est aussi précis que la courbe de l'offre et de la demande quand on me l'enseignait. Si vous voulez, vous avez... cette idée de classe... certains d'entre vous retrouveront dans ce que je raconte là un peu de ce que j'ai écrit dans La Jaune et la Rouge, un article de La Jaune et la Rouge qui est paru il y a environ 2 mois. Pourquoi est-ce que j'ai voulu classer les entreprises et les projets? Quand j'étais au Conseil, les banquiers nous disaient toujours « mais on arrive toujours à financer de bons projets ». Et puis, bon, j'acceptais cette définition, un peu comme tout le monde. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit « il y a quand même des choses qui changent ». On nous dit toujours, quand c'est en crise, on arrive à financer de bons projets. Quand on n'est pas en crise, on arrive à financer de bons projets. Mais quelle est la signification réelle du bon projet? Quelle est la note qu'on donne? Et c'est là où je me suis aperçu qu'en période faste, le bon projet, il était coté 12. Enfin, on descendait jusqu'à 12. Sinon, on était jusqu'à 15. Donc, je vous ai représenté ici, si vous voulez, les taux de la cotation et les volumes d'investissement que ça représentait. Et puis tout ceci fait que, une fois que ça c'est une définition ex ante, maintenant il faut faire une définition ex post, c'est-à-dire avoir la réalité des choses. Et c'est là où on s'aperçoit que ça tombe moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez revenir sur le... Vous avez ici les succès, si vous voulez, la deuxième courbe, c'est les succès. En France, on est capable de financer, alors j'ai représenté, si vous voulez, tout ce qui se trouve au-dessus de 15, parce que le nombre d'échecs peut être financé, le nombre d'échecs peut être financé par les succès avec un taux de profit de 8%. En revanche, si nous voulions lancer plus de projets, eh bien, c'est par exemple 200, on sera obligé de descendre beaucoup plus bas, mais il est évident à ce moment-là que le taux de profit des entreprises, le taux moyen de profit des entreprises devrait être supérieur. D'après les calculs que moi j'ai faits, qui sont des calculs de coin de table, je dirais que si on a 100 projets, vous pouvez passer de 2, si sur 100 projets et un taux de réussite de 66%, vous aurez 66 succès, c'est le cas de la France aujourd'hui. Et avec 200 projets, avec un taux de réussite, bien évidemment, qui est inférieur, puisqu'il regrouperait déjà les projets qui sont à 66%, avec un taux de 50%, on aurait bien sûr 100 échecs, mais aussi on aurait 100 succès. Mais les 100 échecs devraient financer les 100 succès. Donc, contrairement, il est absolument essentiel que le taux de profit, je rappelle, rapporté aux capitaux investis, croisse de manière significative si l'on veut avoir un nombre de projets industriels plus important que par le passé.
Alors, je vous ai sorti 2 graphiques qui expliquent ce qui s'est passé. Alors, vous avez la rentabilité économique, c'est l'excédent brut d'exploitation rapporté aux capitaux investis. Vous voyez tout de suite pourquoi l'Allemagne, aujourd'hui, se porte mieux. Elle peut lancer plus de projets que ne peut le faire la France, qui est à 8%, comme je vous le disais, alors que l'Allemagne est à 15%. Et ensuite, on comprend pourquoi quand on voit les taux d'impôt. Je dirais, on voit le taux d'impôt. On voit surtout pas le taux d'impôt qui vient d'arriver par le nouveau pouvoir politique. La conclusion s'impose d'elle-même et les décisions qui suivent le rapport gallois n'arriveront pas à compenser le choc fiscal du début du quinquennat, décisions qui n'ont pas été rapportées. Donc, autrement dit, il est rigoureusement impossible d'espérer atteindre un niveau de développement industriel tel que nous l'espérions et tel que nous le croyons nécessaire pour notre pays. Bien, merci beaucoup, Gérard. Alors, ça tourne très très vite, là. On va malheureusement pas avoir le temps d'aller sur les questions. Monsieur Gérard, Monsieur Lévy, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes peut-être le seul d'ailleurs à la... J'ai l'impression que je suis le seul pour l'après-midi. Il y a une autre personne, Nicolas Van Bulot, là, qui connaît bien le monde de l'entreprise. Vous êtes président fondateur d'une société qui s'appelle Jedi, qui a mis en... Donc j'imagine que vous êtes vous aussi contre les filières industrielles et les politiques macroéconomiques. Je vois que vous avez bien deviné ma présentation. Mais qu'est-ce que ça y est? Vous commencez à terminer comme ça. Je vais essayer de gagner un peu de temps alors. Je suis ici, je crois, parce que d'abord je suis bilingue ou trilingue, c'est-à-dire j'ai connu l'administration, l'industrie lourde et l'innovation, et je pense que c'est 3 langages qui sont relativement différents les uns des autres. Et il est assez rare que des gens de l'administration et ceux de l'innovation se comprennent si facilement. C'est ce qu'ont montré d'ailleurs les pigeons récemment, je pense. Donc la première remarque, c'est effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est parti de l'innovation pour savoir comment on pouvait faire de la croissance avec, et très rapidement on passe aux filières technologiques, alors que les sociétés qui ont le plus cru dans les dernières années, Microsoft n'a rien inventé, il a piqué la souris et les fenêtres à Apple ne les avait pas inventées, il les a piquées avec Xerox. Amazon, il fait rien d'autre que ce que faisait la Redoute ou les 3 Suisses, mais en quand même infiniment mieux. Et donc, il n'y a vraiment pas d'invention technologique, ni dans un cas, ni dans l'autre, là-dessus. Et pour les entreprises françaises en croissance, celle qui est toujours citée en exemple, c'est LVMH. Et je ne crois pas non plus qu'il y ait d'innovation technologique dans LVMH ou dans Hermès pour la guéguerre qui s'y ouvre. Donc, je ne suis pas sûr que les technologies soient vraiment un sujet aujourd'hui pour apporter de l'innovation et l'esprit d'entrepreneuriat au niveau français. C'est ce qui a déjà été dit d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est l'attraction des cerveaux, parce que si on veut réussir l'innovation, il faut qu'il y ait les cerveaux les plus brillants qui se mettent sur l'innovation. Or, ce qu'on voit dans la salle ou même dans l'agenda et à la sortie des écoles, c'est qu'aujourd'hui, les esprits les plus brillants de nos grandes écoles sortent d'abord dans l'administration, c'est-à-dire qu'à la fois, elles sont attirées psychologiquement, mais en même temps, elles sont attirées en termes financiers par tout ce qui est administration, industrie lourde, éventuellement la banque, et pas du tout par l'innovation. Et c'est vrai aussi dans une entreprise, c'est-à-dire que les gros cerveaux, on les met sur les gros chiffres d'affaires qui avancent lentement et progressivement, et alors que le plus risqué et le plus utile, ça serait sans doute de les mettre sur les petits chiffres d'affaires qui doivent croître vite, et que c'est beaucoup plus difficile de faire ça que de gérer un gros chiffre d'affaires qui va tuer tous les microbes, justement, qui vont essayer de grossir rapidement et qui, quelque part, vont détruire leur business. Donc les deux points clés, c'est vraiment le sans risque et le terme de temps, c'est-à-dire que le paquebot qui gère le paquebot avance lentement et était difficile à dérouter, et c'est la même chose pour tous ces gros chiffres d'affaires sur lesquels on met les gros cerveaux. Et donc ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, c'est essentiellement un problème de culture et d'environnement. Je pense que ce n'est pas tellement un problème d'incitation, même si j'ai été aidé par Oseo, le Crédit d'impôt recherche, et le ministère de la Recherche, quand j'ai créé la société, mais par des choses relativement simples, parce que dès que c'est trop compliqué avec des filières, des pôles, des trucs, des machins, je vous assure que c'est juste ingérable, parce que nous n'avons pas le même temps de cycle que ces gens-là. Je veux dire, on gère en semaines, quand ces gens-là gèrent en années, et donc c'est vraiment incompatible. Et donc le problème de la culture de l'environnement et de l'environnement pour l'innovation, c'est quelque chose de forcément très profond et très long, parce que la culture c'est très profond.
Au point que, pour citer un exemple très bête, il m'est arrivé un jour d'appeler une société américaine en disant la facture du 15 janvier, est-ce que vous pourriez la régler maintenant? On était le 15 décembre parce que ça nous arrange. Et la seule question que j'ai eue de la part de mon interlocuteur, c'est est-ce que ça vous arrange vraiment? J'ai dit oui et il me l'a payé. En France, good luck, j'allais dire. Pour vous faire payer une facture un mois en avance, bonne chance. À partir du moment où dans le contrat, il y a marqué 45 jours, fin de mois, machin, il n'y a strictement aucune chance. Et le deuxième exemple que je voulais donner du point de vue américain, vérifié à moult reprises, c'est qu'un Américain qui a planté 2 start-up, on estime qu'il a appris. Un Français qui a planté 2 start-up, il est marqué de rouge à la Banque de France, il ne peut plus ouvrir de compte en banque. C'est-à-dire, c'est très sérieux, il ne peut plus ouvrir de compte en banque. Donc, je ne sais pas quand il va créer sa boîte, mais en tout cas, il ne peut pas ouvrir de compte en banque. Et donc, ces 2 points de risque et temps de cycle, il faut savoir comment on peut essayer de faire progresser la chose. Alors, ça commence très tôt à l'école, c'est-à-dire, j'ai déjà entendu un de mes fils me dire, non, parce qu'à l'école, on apprend des recettes maintenant en mathématiques, on n'apprend plus des raisonnements. Et donc, à force qu'il fasse Pythagore N fois, je lui ai dit, mais regarde, remplace les chiffres par des lettres. Et très rapidement, tu vois que AC plus BD égale 0, c'est assez facile quand on a 2 vecteurs, c'est le produit scalaire. Et lui, il refaisait A2 plus B2 plus machin, la soustraction, les 2 vecteurs, ça lui prenait 1 heure. Et il m'a juste dit, j'ai pas le droit. C'est pas qu'il n'avait pas compris ce que je lui ai dit, mais il m'a dit, j'ai pas le droit. Le risque est poussé au niveau de l'école et de la 3e, quoi. Et donc, je pense que c'est absolument fondamental que la réussite et le risque soient prônés comme des valeurs et pas comme des échecs. Et ça va très loin parce que ça va jusqu'au principe de précaution. Tant que le principe de précaution, il n'y aura pas un codicile derrière disant « mais il faut quand même prendre le risque d'entreprendre », on arrivera au gaz de schiste et à tout ce qu'on a évoqué. Alors, je proposais 2 mesures concrètes. Une, on a peu de chance, qui n'a pas forcément beaucoup de chance d'aboutir, mais il faut commencer à un moment. Je crois que c'était le but de ce groupe. C'est une mesure sur le temps de cycle. C'est-à-dire, je crois beaucoup aux indicateurs simples pour lesquels toutes les personnes concernées seront. Je ne sais pas si ma phrase est très française, mais pour ceux qui ont fait de la mine, ils ont eu des cours d'un quelqu'un qui s'appelait Édouard Tincelin, qui a inventé la sécurité dans les mines, et qui est connu de tous les mineurs, depuis le mineur de fond d'Afrique du Sud jusqu'au patron de Rio Tinto Zinc. Et il donnait, quand on visitait des mines, c'était un grand souvenir, quand on visitait des mines avec lui, il y avait tout le directeur de la mine qui montrait que tout allait dans ce sens-là, les indicateurs étaient au vert, tout allait mieux, etc. Il posait une question, qui était quel est votre taux d'accident? C'est un peu bizarre, mais en fait, il se trouve que j'ai géré des mines, celle d'Arlit notamment, où il y a eu les prises d'otages, là. Le taux d'accident, ça permet de gérer toute l'industrie lourde, parce que quand on gère bien, on fait attention aux accidents, comme on fait attention au compte de résultats. Mais le taux d'accident, il a cet avantage que personne ne peut aller contre. C'est-à-dire, tout le monde est pour réduire les accidents. Et donc, si vous gérez une mine ou une industrie lourde, je vérifie un jour avec Jean-Martin Folz, si vous gérez une industrie lourde, avec le taux d'accident, vous arrivez à la gérer et tout le monde va suivre. Il y a 2-3 indicateurs comme ça. Alors, je parlerai de mon produit si vous me donnez le temps, mais Visitors Book, ça mesure la satisfaction client dans les enseignes de magasins, juste en demandant aux clients de noter sur le terminal de paiement. C'est la même chose. La satisfaction client, c'est un indicateur contre lequel personne ne peut être, parce que satisfaire le client, c'est l'objectif. Le dernier indicateur qui pourrait être bon pour l'administration, comme il est bon pour la fabrication des puces électroniques, etc., c'est le temps de cycle. Si le temps de cycle était mis en exergue, était mis dans tous les critères de notation des fonctionnaires de l'administration et de ses opérations, non seulement je pense qu'on pourra arriver à réduire les effectifs, parce que plus le temps est court, moins il y a d'effectifs inefficaces, et d'autre part, tous les clients de l'administration que nous sommes, les administrés, seraient plus contents parce qu'ils auraient une réponse. Et après ça, on peut espérer que ça va diffuser derrière, parce que la principale chose dont souffrent toutes les petites boîtes, c'est le temps de réponse des gens d'en face. C'est-à-dire qu'en Orange, nous en sommes à 258 422 réunions, je pense, avec Orange, pour mettre notre système dans les terminaux de paiement d'Orange. Orange va le faire, je le sais, mais dans un temps indéfini, alors que The Body Shop, un jour m'a dit merde, mais en 15 jours. C'est bien mieux de dire merde en 15 jours que de dire oui en 2 ans, quoi. Merci. Et j'avais une dernière mesure qui est applicable ici, qui est d'essayer de faire en sorte que la gestion publique et la gestion privée se rapprochent. Et comme j'ai dit que c'est très profond, il faut commencer là où on a appris la gestion publique, c'est-à-dire à l'IX ou à l'ENA pour beaucoup. C'est-à-dire on a formé avec l'IX et l'ENA beaucoup de fonctionnaires qui sont allés dans l'administration. Il faut les faire repasser dans l'autre sens, par l'IX, par l'ENA, mais il faut aussi mettre Besancenot dedans. Il faut faire des masters publics-privés avec Besancenot, des gens de l'IX, de l'ENA, des directeurs d'administration centrale, des gens qui ont fait des LBO, Vinci, des financiers,
on les met tous dans un master là et on leur dit, ben voilà, il y a la gestion publique et la gestion privée. Et votre direction, si petit à petit vous l'améliorez avec les méthodes de gestion privée, éventuellement un jour vous passerez dans le privé d'ailleurs, vous verrez, c'est pas très grave, parce que moi j'ai fait un LBO, enfin on met des gens qui ont fait des LBO, qui disent, ben moi j'ai fait un LBO, vous savez, ça se passe bien. Et petit à petit, on a peut-être une chance que l'administration commence à se dégonfler d'une manière ou d'une autre, en montrant que tout ce qui est temps de cycle et risque, finalement, c'est pas si grave que ça, et ça permet de compenser les inefficacités de ce qui est aujourd'hui très lourd dans l'administration. Merci beaucoup. En un mot, votre société à quel âge? Pardon? Votre entreprise à quel âge? 5 ans. 5 ans. Et elle fait quoi? La relation client, c'est ça? Alors, on recueille l'avis du client sur le terminal de paiement. Si vous mangez à la maison des X, d'ailleurs, c'est installé. On a vu c'est Sodexo qui l'a installé ici. C'est-à-dire que quand vous allez chez La Paire aujourd'hui, c'est grâce à Pierre-André de Chalandard, qui m'a présenté les gens de La Paire. Quand vous allez chez La Paire, une fois que vous avez acheté votre tuyau de douche, le terminal de paiement vous demande votre avis juste en appuyant sur une touche. Et ça permet que les équipes de vente se soient tournées vers le client. Ça permet que le management voit comment ça se passe. Et ça permet aussi que les notations soient enfin efficaces, autrement que sur Internet, parce que sur Internet, c'est du grand n'importe quoi, alors que là, c'est vraiment les notations clients. Donc c'est La Paire, c'est pas .p. Non, parce que .p, c'est professionnel, alors que La Paire, c'est plutôt grand public. Merci beaucoup. Je vous laisse le micro, Monsieur le Président. On a malheureusement pris beaucoup de temps sur le temps qui nous était imparti. J'ai même dépassé beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc Sylvestre. Merci aux orateurs. Je suis désolé, nous devons zapper les questions à la salle en passant tout de suite à la deuxième table ronde. Merci donc à nos 4 orateurs et aux modérateurs.